Considérés comme les gardiens de la faune, les rangers ou éco-gardes sont des acteurs essentiels de la conservation du patrimoine naturel et camerounais et les premiers protecteurs des animaux et des plantes avec lesquels nous partageons cette planète. Mais malgré leur contribution essentielle à la sauvegarde de la nature, les gardes forestiers travaillent chaque jour très dur dans des conditions précaires et difficiles qui mettent leur vie en danger. Selon un rapport intitulé Life of Frontline, publié en 2018 par la WWF et réalisé dans 17 pays à travers le monde, donc 5 pays africains, notamment le Cameroun, plus d'1 millier de rangers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions au cours des 10 années précédentes. Selon un échantillon de 1650 rangers, 9 des rangers interrogés se sont fracturés un os, 20% ont subi une autre blessure grave au cours de la période d'enquête, 46 estiment manquer de soins médicaux, 61% n'ont pas accès à de l'eau potable pendant leur patrouille. Près de 50% n'ont pas d'assurance en cas de blessure grave au travail et plus encore, 60% n'ont pas de couverture pour leur famille en cas de décès selon l'organisation des éco-gardes du Cameroun. Ce mois-ci, l'équipe de Wild Cameroun s'intéresse à la contribution des Rangers à la protection du patrimoine naturel et mondial et à ce qui peut être fait pour améliorer leurs conditions de vie et leur travail. Pour discuter de ce sujet, nous recevons aujourd'hui M. Joseph Lekialem, directeur de la faune et des aires protégées au sein du MINFOF, et M. Luc Evuna, Wildlife Trade Officer pour l'Afrique centrale au sein de l'ONG Trafic. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, je vous invite à suivre le témoignage d'une rangeuse, pas comme les autres, qui nous raconte son travail au quotidien à travers la série de reportages produits par l'organisation Wild Aid, qui sont les héros méconnus de la conservation. Dans la Bible, on dit que Dieu a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme, il a d'abord créé tout ce qui existe sur terre. Et nous devons faire l'effort vraiment de préserver ce que Dieu a créé. Protéger la forêt, c'est un peu participer à l'œuvre divine qui a voulu que ça existe pour que nous soyons bien. Je m'appelle Bikiminda Daniel Roseline, épouse Tchon. Je suis ingénieur des eaux, forêts et chasse, affecté à l'École nationale des eaux et forêts. Et à l'École nationale des eaux et forêts, j'enseigne. Je suis aussi responsable des éco-gardes. Et je suis aussi chef d'unité de l'unité opérationnelle de renforcement des capacités en aménagement forestier. En tant que femme enseignante, c'est un travail, c'est pas facile parce que je suis d'abord mère et épouse. Je dis toujours, en tant que femme, je travaille doublement par rapport à un homme. Une journée type de travail, d'abord je me réveille tôt, je me réveille à 4 heures si j'ai cours. Et il y a des jours où honnêtement, je me sens fatiguée. Ce que j'aime dans mon métier d'enseignant, c'est cette transmission du savoir et aussi cette communication avec les élèves. J'aime bien communiquer avec mes élèves parce que ça me permet d'élargir un peu mes connaissances. Concernant Madame Tchom, la voir comme une femme la voir en tenue comme elle est là, parmi tant d'hommes, en plus commandant, c'est encourageant. En fait, ça m'encourage, ça me donne la force de vouloir être comme elle. Actuellement, je suis dans un endroit où je venais quand j'étais petite, pendant les vacances. Et ce que j'observe, c'est la déforestation des arbres qui sont couchés, surtout le diamètre. Et j'ai vraiment mal. Je me rappelle quand j'étais petite, que lorsqu'on venait ici, là, on entendait les cris des singes, des animaux.
Et actuellement, j'étends l'oreille. Et actuellement, vraiment, j'ai mal au cœur. Je ne sais pas comment exprimer le malaise que je ressens vraiment actuellement. J'espère, en tout cas, je vais voir comment m'y engager. Surtout que c'est de chez moi. Et je dois vraiment prêcher par l'exemple. En tant qu'éco-garde, pour moi, c'est un travail vraiment passionnant. Parce que préserver la forêt, pour moi, c'est penser aux générations futures. Parce que je me rappelle quand le directeur m'a confié cette mission de superviseur, certains de mes collègues disaient je ne vais pas pouvoir assurer cette mission, cette tâche. Mais ils étaient vraiment surpris de me voir entrer en forêt. Et parfois même sacrifier mon dimanche, sacrifier un jour férié pour entrer en forêt. Pour moi, il y a un lien entre la nature, les animaux et les traditions. Donc, on ne peut pas dissocier la nature, les animaux et la culture camerounaise. Les trois sont liés. La culture camerounaise trouve son essence de par la présence de la forêt. S'il arrivait que cette forêt disparaisse, nous allons perdre notre identité culturelle. Mon animal préféré, c'est le lion. Pourquoi? Parce qu'on dit que le lion est le roi de la jungle, donc le roi des animaux. Et en tant que roi, il a cette mission de veiller sur les animaux. Et moi aussi, en tant qu'éco-garde, j'ai cette mission de veiller sur la forêt, de veiller sur les animaux. Monsieur Lekialem, dites-nous quelle est l'importance et le rôle joué par les Rangers? Merci, madame, pour cette question. Je voudrais, avant de répondre à votre question, exprimer la gratitude du ministère des Forêts et de la Faune d'être partie de cette émission qui va parler des Rangers, en d'autres termes, EcoGuard au Cameroun. Donc, les Rangers et EcoGuard, c'est la même chose. Donc, au cours de notre émission, il peut arriver que vous entendez l'expression EcoGuard, ça veut signifier la même personne et la même catégorie de personnel. Alors, quelle est l'importance donc de cette catégorie de personnes dans la conservation au Cameroun en général? Les Rangers ou EcoGuard, c'est des personnels qui sont recrutés par les services publics, par l'État, et qui travaillent dans les aires protégées. Et ils peuvent également travailler en dehors des aires protégées au niveau des délégations régionales et des délégations départementales du ministère des Forêts et de la Faune. Mais aujourd'hui, notre focus est sur les aires protégées, donc la conservation. Alors, l'importance des éco-gardes, c'est quoi? Les éco-gardes sont chargés d'assurer la protection de l'aire protégée, parce que l'aire protégée est créée, comme son nom l'indique, c'est pour protéger les ressources biologiques, l'habitat, les animaux qui vivent dans un espace donné, délimité et créé par décret du Premier ministre, chef du gouvernement. D'un point de vue technique, alors, il faudra passer aussi la parole à M. Utna. Vous avez eu des programmes avec les Rangers. Selon vous, quelles sont les difficultés que vous avez observées par rapport à l'activité des Rangers? Merci madame pour cette question. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur l'importance du rôle des Rangers pour dire qu'ils ont un rôle qui se décline dans plusieurs missions. Monsieur le directeur a parlé de la mission de protection, il y a la mission de surveillance. Les Rangers sont aussi ceux-là qui doivent animer le côté communautaire et développement social autour des aires protégées dont ils assurent la surveillance. Si cela est dit, les difficultés liées au travail des Rangers sont liées à la dangerosité du travail qu'ils exercent. Il faut savoir que c'est des soldats, c'est un corps paramilitaire. C'est des soldats qui sont appelés à surveiller, à aller parfois en guerre, pour parler de manière très triviale, contre les bandes armées, les braconniers et tous ceux qui font office de prédateurs aux ressources naturelles.
je m'en vais également rappeler pour votre audience que il y a le 31 juillet de chaque année a été consacré comme journée mondiale des Rangers. Alors l'histoire derrière la consécration de cette journée mondiale des Rangers, c'est en commémorant ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, parce que c'est un métier dangereux. Il va jusqu'au sacrifice suprême. Il arrive des cas où les Rangers sont tués lorsqu'ils font face aux groupes armés. Donc il y a cette dangerosité, parfois liée aux questions sécuritaires aussi. Il faut savoir que les ressources naturelles peuvent se retrouver entre les mains des terroristes, des bandes armées, quelqu'un parlait de terroristes quelque part. La dangerosité du métier, c'est aussi lié à l'éloignement de leur famille. Les ressources naturelles sont, par le fait de la nature même, souvent très loin des zones urbaines. Donc, ils n'ont pas accès aux facilités de base, eau, électricité, école, et parfois, ils doivent se séparer de leur famille pour pouvoir assurer la protection de nos ressources naturelles. Parce que l'entraîneur, on dirait que la principale difficulté, ce n'est que la mort pour un Rangers. Est-ce qu'il y a de nombreux Rangers qui peuvent... Pas que la mort, il y a même les maladies. Vous savez, nous sommes dans un contexte post-Covid. Il faut savoir que les Rangers sont plus ou moins très en contact avec les animaux, pour parler de manière simple. Et donc, les maladies zoonotiques, ils sont exposés aux maladies zoonotiques. Et le contexte d'intervention des Rangers est particulièrement dur, madame. Il faut vraiment une bonne dose de courage et d'abnégation, de sacrifice même, pour embrasser ce corps de métier qui est définitivement noble, parce qu'effectivement, ils assurent une mission presque sacerdotale. Parce que conserver la nature, c'est une mission presque divine, j'ai envie de dire. Du coup, ces acteurs qui interviennent dans le cadre de cette mission méritent plus que nos hommages. Le métier est très dangereux, l'éloignement des familles. Ils sont coupés des facilités que vous et moi, nous avons en zone urbaine. Et c'est assez difficile. Y a-t-il une assurance qui rebondit sur votre propos par rapport justement aux maladies quand on est Ranger? La fois se dit, si on ne meurt pas, on est malade. Alors, madame, la question de l'assurance, c'est une réflexion justement qui a déjà été menée dans le cadre de la mise en place de l'association des Rangers. Parce que vous savez, l'assurance, ce n'est pas le travail de l'État. L'État a d'autres missions. Maintenant, des organisations, je vais parler du WWF et bien d'autres, ont œuvré à mettre en place une police d'assurance. Une étude avait été menée, votre M sanitaire, j'étais descendu avec un consultant à la matière. Sur le terrain, nous sommes allés très loin, à Mambélé, jusqu'à Mambélé. C'est vraiment au sud-est du Cameroun. C'est vraiment pas la jungle, mais pas très loin de là. Nous sommes allés, cette mission a permis d'évaluer un certain nombre de choses, mais on avait été confronté à un problème. C'était la masse critique pour élaborer un système d'assurance. Parce que jusqu'ici, il n'arrivait pas à atteindre les 5 000, parce que l'expert disait qu'il fallait au moins 5 000 agents pour arriver à élaborer un système d'assurance qui permettrait donc jusqu'aujourd'hui, monsieur le directeur, là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette réflexion a évolué, mais effectivement, on pensait qu'il était dans l'intérêt de ce corps de métier d'avoir une assurance. Je me réserve peut-être, monsieur le directeur pourra peut-être revenir là-dessus. L'aspect étatique et parlant du MINFOF, combien de Rangers vous employez au sein du MINFOF par année? Et surtout, monsieur le directeur, quelle est la répartition de ces Rangers-là par aire de zone, par zone géographique de temps pour moi protégé? Oui, en ce qui concerne le recrutement des Rangers, actuellement, je peux dire qu'en ce qui concerne les Rangers qui travaillent dans les aires protégées, nous sommes à un chiffre aux environs de 550 Rangers qui travaillent dans les aires protégées pour couvrir un ensemble de 37 aires protégées de conservation. Donc, vous vous rendez compte que cet effectif est vraiment petit pour couvrir cette superficie, et qui est une superficie qui est au-delà de 4 millions d'hectares. Donc, vous voyez, alors c'est un effectif qui n'est pas suffisant. Et nous pensons que, vous savez, nous faisons le plaidoyer pour que cet effectif soit augmenté. Et vous êtes sans ignorer que le système de recrutement du personnel de l'État est bien organisé. Donc, ce n'est pas le ministère des Forêts et de la Faune qui procède au recrutement, c'est le ministère de la Fonction publique, mais le ministère des Forêts et de la Faune fait la demande auprès du ministre de la Fonction publique qui gère l'ensemble du personnel de l'État du Cameroun. Donc, en fonction de la soutenabilité financière aussi, parce qu'il faut aussi parler de ce côté-là, le recrutement est fait. Mais progressivement, chaque année,
2 ans d'intervalle où annuellement, en fonction des possibilités, l'État recrute les éco-gardes et les rangers. Alors, d'ailleurs, il y a un recrutement qui est prévu cette année 2023 et qui a déjà été lancé. Donc, progressivement, le ministère, l'État du Cameroun va augmenter ce chiffre. L'idéal serait que nous... Oui. Combien est-ce que de personnes se présentent pour pouvoir faire ce métier-là au regard de sa difficulté, comme cela se dit là, qui est le danger et bien sûr la mort ou les maladies, autant pour voir combien de personnes justement postulent? En fait, en termes de combien de personnes postulent pour être ranger, je ne peux pas avoir les données parce que le recrutement est fait au niveau de la fonction. Le fichier de recrutement est fait au niveau de la fonction publique. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir, le chiffre actuel qui est au service des aires protégées. Donc, comme je venais de vous le dire, nous sommes à environ 550. Mais il faut dire que ce chiffre peut fluctuer parce qu'il y a des affectations aussi, des mouvements, des changements de position. Mais on est en moyenne autour de ce chiffre-là, que ce soit un peu peut-être en plus ou moins ce chiffre. D'accord. Au regard de ceux qui sont déjà en pleine fonction en tant que rangers, vous l'avez si bien dit, le nombre est négligeable, pour ne pas dire par rapport à la surface ouverte par les zones protégées. Quel est donc le nombre de personnes arrêtées justement par le trafic? Parce que le trafic, il est toujours d'actualité. Il ne cesse de s'étendre. Mais au regard du nombre de personnes qui doivent justement travailler, comment est-ce que ça se passe? Combien de trafiquants? Alors, par rapport à l'effectif optimal, il y a des normes UICN qui définissent le nombre d'éco-gardes par superficie et par éco-région. Alors, si nous nous en tenons à ces statistiques, nous devons être autour de 800 éco-gardes, à peu près. Ça, c'est une estimation. Mais il faut tenir compte des autres paramètres pour dire que nous n'avons pas besoin seulement de ce chiffre. Parce qu'on dit qu'il faut un éco-garde qui est bien équipé en équipement individuel, qui travaille dans des conditions avec des infrastructures et de la logistique nécessaire. Donc, si nous regardons cet aspect également où il y a des manquements en termes de logistique, de mobilité, des éco-gardes, des équipements, nous pouvons dire qu'on a un peu plus besoin de plus d'éco-gardes. Et nous avons fait une estimation pour dire, si nous recrutons par exemple 500 éco-gardes par an sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on ajoute 500 sur 5 ans ou sur 4 ans, on peut atteindre 2500. Si nous avons à peu près 2500 éco-gardes dans les aires protégées, ça sera un effectif vraiment satisfaisant, optimal pour permettre de couvrir. Mais permettez-moi de revenir sur l'aspect de la dangerosité du travail de l'éco-garde. Effectivement, c'est un travail qui a des contraintes et des difficultés, mais comme tout métier a aussi ses risques et ses difficultés. Ce n'est pas seulement le métier de l'éco-garde, mais oui, au Cameroun, dans l'ensemble du Cameroun, effectivement, tout métier a un risque et des difficultés. Mais il faut plutôt poser la question, comment est-ce que nous faisons pour surmonter ces difficultés? Monsieur Luc Evona a parlé de l'assurance. Je voudrais signaler que la réglementation déjà pour protéger les éco-gardes prévoit déjà qu'ils ont une prime de risque, c'est-à-dire que tous ces éco-gardes qui travaillent dans la conservation, dans les aires protégées, ils ont ce qu'on appelle, ils ont une prime, une indemnité qui est une prime de risque qui est allouée et qui est intégrée dans leur salaire. Contrairement à ceux qui ne exercent pas dans les aires protégées, ça c'est déjà évident. De deux, le ministère des Forêts et de la Faune vient de mettre sur pied une mutuelle pour pouvoir assister les éco-gardes lorsqu'ils sont face aux difficultés. À propos donc de la protection des rangers, depuis 2014, l'État a procédé à l'acquisition des armes parce que lorsque Luc parlait de la mort, vous savez, il y a des braconniers maintenant qui sont lourdement armés, qui sont vraiment lourdement armés et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu. Alors, avant, les éco-gardes n'avaient pas une capacité suffisante de réponse. Donc, depuis 2014, l'État, le ministère des Forêts et de la Faune, avec l'appui du ministère de la Défense, a procédé à l'acquisition des armes vraiment modernes pour équiper les éco-gardes. Donc, ce côté-là, vraiment, les braconniers n'ont qu'à bien se tenir et ils le savent. Les éco-gardes sont maintenant. Et en plus,
la formation militaire des éco-gardes, comme vous avez entendu, c'est un corps paramilitaire. La formation militaire des éco-gardes a été renforcée. D'ailleurs, elle était de 45 jours. À un moment donné, on est passé de 45 jours. On a fait un contingent de 4 mois. Et vraiment, c'était très, très musclé. Et aujourd'hui, chaque année, les éco-gardes, depuis au moins 5 ans, un peu plus de 5 ans, les éco-gardes suivent une formation paramilitaire dans les centres d'instruction militaire, que ce soit à Koutaba ou bien à Douala. Et donc, la formation militaire déjà a été renforcée. Ils ont le renforcement en armes et munitions. Et aussi, il faut dire que nous sommes aussi en train d'entrer dans la phase d'équipement des outils modernes de communication, comme les GPS, les téléphones Turaya et les drones, sans oublier, parce qu'il y a certaines aires protégées actuellement, grâce à l'appui des partenaires. On a réussi à acquérir des drones pour la surveillance, que ce soit dans le biomonitoring ou le suivi écologique, ou bien même dans la surveillance tout court des espaces de ces aires protégées. Plus en plus protégés avec justement ces formations dont ils bénéficient justement de la part de l'armée camerounaise également et cette fourniture en armes. Ce qui me permet de rebondir justement, M. Ivna, concernant cette fourniture en armes. On voit les éco-gardes sont déjà équipés, mais il y a une circulation justement d'armes qui se passe et qui fait en sorte que au niveau des frontières, on assiste à une nouvelle forme de terrorisme. Comment est-ce qu'on gère ça? Monsieur le directeur a tantôt fait mention de ce qu'avant 2014, il y avait cette situation où les éco-gardes n'étaient pas armés. C'est un fait que les éco-gardes se retrouvaient parfois en forêt avec des armes, des braconniers armés avec des AK-47, des Kalachnikov AK-47. C'est des armes lourdes qui tirent en rafale. Et du coup, ils n'avaient que des Mat 36 qui, en réalité, n'étaient pas vraiment adaptés au combat militaire. Parce que là, on parle vraiment des questions de combat militaire. Alors, si j'ai parlé des causes, c'est la circulation des armes liées au conflit des pays voisins. Bon, maintenant, comment est-ce que l'État a fait? Je crois que la réponse est dans ce que monsieur le directeur a tantôt fait mention. D'abord, c'est de mettre un tout petit peu les éco-gardes au même niveau de riposte que la menace à laquelle ils font face. Bon, maintenant, autre aspect, c'est que peut-être monsieur le directeur pourra mieux le compléter que moi, c'est que en plus des éco-gardes, les éco-gardes reçoivent également l'appui de l'armée régulière dans des zones comme Boubandjida, où vous avez certainement entendu, avec le massacre des éléphants de 2012, où nous avons perdu plus de 200 pachydermes. Après cela, je pense que le BIR et bien d'autres corps militaires ont commencé à venir en renfort aux éco-gardes quand la nécessité s'impose. Au sud-est Cameroun, par exemple, vous avez des bataillons qui appuient les éco-gardes pour mieux répondre à la menace de la circulation des armes et même des menaces sécuritaires liées à l'afflux des armes et des groupes terroristes. Monsieur Ivuna, au regard de l'engagement de votre organisation auprès des Rangers, parlant des éco-gardes bien évidemment, mais surtout au regard de l'amélioration que vous venez tantôt d'évoquer en termes d'efficacité et de réalisation des missions de conservation dans ces espèces protégées-là, je sens quand même que vous avez quelque chose à rajouter. Hein. Merci madame, vous me donnez l'occasion de revenir sur quelque chose dont nous avons tantôt fait mention. Le contexte d'intervention, pas le contexte, mais l'institution du ministère des Forêts et de la Faune qui gère les rangers au quotidien avait en son temps élaboré un projet de création de l'Office des aires protégées, qui est une agence spécialisée qui devra gérer de manière beaucoup plus adaptée les éco-gardes et les rangers. Il se trouve qu'aujourd'hui, le fait pour le ministère n'avoir pas jusqu'ici réussi à mettre en place cette institution, nous sentons qu'il est dans l'intérêt que ce projet aboutisse. Mais quand vous interrogez le ministère, là, n'oubliez pas que nous avons l'opportunité d'avoir monsieur le directeur et peut-être il est plus adapté pour répondre à cette préoccupation-là. Oui, madame, effectivement, face aux défis et aux nouveaux enjeux, le ministère des Forêts et de la Faune a entrepris à élaborer un projet de texte pour créer un office national des aires protégées. Alors, cet office,
Et lorsqu'il sera créé, sera une institution qui sera vraiment spécialisée, focalisée sur la gestion des aires protégées, sur la conservation. Alors, en ce sens-là, c'est un organisme qui aura beaucoup plus une facilité de mobiliser les ressources, une sorte d'autonomie un peu financière et de facilité de mobilisation de ressources et facilité également de fixer le personnel qui travaille dans les aires protégées, parce qu'il faut aussi dire que ça, c'est aussi un problème à résoudre, parce que le problème, un personnel qui travaille dans les aires protégées, qui est vraiment spécialisé, on a besoin d'avoir une carrière dans les aires protégées. Alors, lorsqu'il y a l'office, si le dossier aboutit, l'office va permettre que l'aire protégée, le personnel, le rangers qui travaille dans l'aire protégée a vraiment une carrière remplie dans la conservation, avec tous les équipements nécessaires qu'il faut. Alors, il faut donc dire que ce projet de texte avait déjà été élaboré. Nous avons transmis à la hiérarchie qui nous a également interrogé récemment, demandé des compléments d'informations. Nous l'avons fait. Et il faut aussi dire que cet office, la création aussi dépend aussi des contributions d'autres administrations comme le ministère des Finances. Vous savez, mettre une structure en place de telle envergure nécessite aussi les financements. Donc, il y a l'avis de tous cette autre administration qui doit contribuer à la mise en place. Mais pour le travail vraiment administratif et technique, ça a déjà été fait. Nous avons donc transmis à qui de droit et nous espérons et nous osons croire que face à tous les enjeux et les défis et la problématique et les challenges de la conservation au Cameroun et même dans le monde, parce que le Cameroun doit s'arrimer aussi aux challenges mondiaux de la conservation, cet office national des aires protégées sera définitivement créé. Nous le souhaitons vivement. Les propos de M. Vunaki insistaient beaucoup plus sur l'amélioration des conditions de vie des rangers. On voit que c'est un processus qui est en train de se faire, que ce soit sur le plan juridique, avec la participation des acteurs comme le MINFOP, mais également son organisation trafic. Quel serait, à votre niveau, par rapport au ministère, le danger si on n'arrivait pas à améliorer cette situation? Le danger, si on n'arrive pas à améliorer cette situation, c'est la dégradation de l'écosystème des aires protégées, la diminution drastique des espèces fauniques dans leur habitat et vous savez les conséquences. Lorsque l'habitat est détruit, la faune disparaît, les conséquences sont nombreuses sur la nature. Vous savez, il y a certaines espèces d'arbres qui transitent par l'organisme de la faune, les éléphants par exemple, pour germer. Donc, nous pouvons assister à la disparition. Et vous savez, même nos valeurs culturelles et traditionnelles. Certains animaux, on utilise la peau, les plumes, bref, vous savez. Et puis la pharmacopée traditionnelle même. On prélève certaines feuilles, certaines racines, certaines écorces dans la forêt, dans les aires protégées, certaines aires protégées dont l'accès est possible. Les communautés qui vivent tout autour ont ce qu'on appelle le droit d'usage pour prélever. Donc, si on n'arrive pas à améliorer les conditions de travail, du coup, également parce qu'ils sont chargés d'assurer la protection, le suivi, le niveau de protection baisse, le niveau d'accompagnement des populations baisse, parce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas là seulement pour faire la police, les rangers sont là aussi pour intéresser les communautés qui vivent tout autour des aires protégées au métier de la conservation. Vraiment, aujourd'hui, le Rangers n'est pas vu comme un ennemi, l'homme qui interdit aux gens, interdit et ne fait pas, qui arrête les gens et qui les amène en prison ou dans les cellules de gendarmerie ou de la police. Non, mais l'EcoGuard est celui-là qui aussi participe au développement local, accompagne les populations à travers les activités génératrices de revenus, à travers les sensibilisations. Donc, EcoGuard et les communautés devraient vivre de plus en plus en harmonie. Et c'est les efforts que le ministère fait dans ce sens. D'un point de vue sécuritaire aussi, par rapport à vos précédents propos concernant les frontières, est-ce que l'État ne se sent pas en danger par rapport à cela? Ou alors, comme il s'agit de l'environnement, c'est une zone assez sensible? Je voudrais préciser, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit depuis notre entretien, que le Cameroun, le ministère des Forêts, la mission du ministère des Forêts, c'est d'assurer la protection des ressources fauniques et floristiques. Alors, dans ce cadre,
lorsque nous avons constaté ce danger, les braconniers, les grands braconniers qui traversaient d'un pays à l'autre et vice-versa, le Cameroun a signé des accords de coopération transfrontalière. Nous avons le cas en 2012, lorsque il y a eu massacre à Boubanjida. Immédiatement en 2013, le Cameroun a signé un accord avec la République du Tchad. Oui, et la RCA sur la lutte contre la criminalité phonique transfrontalière et la gestion des 2 aires protégées. Nous avons également, cet accord est reconnu sous le sigle de l'accord BSB-Yamoussa. Nous avons également un autre accord de gestion transfrontalière des aires protégées au niveau du sud-est Cameroun, intitulé l'accord TNS, Trinational de la Sangha, qui regroupe le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, et il y a des aires protégées contiguës. Vous savez, les animaux n'ont pas de frontières aussi. Donc, nous nous assurons que les animaux qui peuvent migrer du Cameroun vers le Congo, du Congo vers la RCA, de la RCA vers le Congo, bref, dans tous les sens, ils n'ont pas de passeport, sans inquiétude, et que les éco-gardes sont organisés. D'ailleurs, ils ont des structures de patrouille conjointes et communes. C'est-à-dire que périodiquement, ils organisent des patrouilles transfrontalières où ils se réunissent, ils vont dans tel pays, ils traversent, bref, et ils s'échangent des informations. Nous avons un autre accord similaire entre le Tridom, Trinational Dja-Ojala-Minkebe, entre le Cameroun, le Gabon et le Congo également. D'ailleurs, nous sommes aussi en train de négocier en ce moment qui, hopefully, sera signé très prochainement entre le Cameroun et le Nigeria pour assurer une gestion durable et concertée des aires protégées le long de la frontière. Nous avons le parc national de Korob dans la région du sud-ouest et le Cross River National Park du côté du Nigeria. Et ces accords-là vont être signés avec le Nigeria pour assurer tout. Vous savez, nous avons près de 1600 km de frontière avec le Nigeria et nous avons de côté Cameroun plusieurs aires protégées le long de cette frontière. Nous avons le parc national de Kimbi-Fungom dans la région du nord-ouest. Nous avons le parc national de Ouaza dans l'extrême nord. Nous avons le parc national du Faro dans la région du nord. Donc, tous ces aires protégées-là feront progressivement partie de la gestion transfrontalière avec le Nigeria. Donc, vous voyez que le triangle national du Cameroun, tous les aires protégées qui sont au niveau des frontières, nous avons envisagé des accords. Il y a des accords déjà signés et mis en œuvre. Il y a d'autres qui seront signés. Et nous en avons également préconisé avec la République de la Guinée équatoriale, entre le parc national de Campoman et de Rio Campo, qui est une réserve du côté de la Guinée équatoriale. Donc, vous voyez, le Cameroun n'est pas resté... À entendre vos propos, c'est très rassurant. Alors, Monsieur Evouna, pour revenir à cela, vous avez vu avec l'intervention de Monsieur le directeur, le dossier est en cours. Donc, rassurez-vous à ce sujet. Nous avons écouté ensemble les propos de Monsieur le directeur. Vous l'avez si bien vu, le dossier est en cours. Alors, Monsieur Evouna, rassurez-vous. Mais une question me taraude quand même l'esprit. Selon vous, le gouvernement en fait assez? Merci, madame, de nous donner l'opportunité de donner notre perception sur comment nous apprécions le travail du gouvernement. Mais il faut dire que le gouvernement fait déjà beaucoup de choses. Parce que, même au niveau de la CITES, il faut reconnaître que le Cameroun fait partie d'une catégorie de pays. Déjà, la création du ministère des Forêts en lui-même, c'est déjà la manifestation d'une volonté politique, qui est l'organe de gestion CITES. Pas seulement, vous avez les organes de gestion, des organes scientifiques. Le Cameroun en a 2. L'école de fond de Garoua pour assurer la formation des rangers, et puis l'ANAFOR, et même l'école des eaux et forêts d'Mbalmayo pour former ceux qui sont plus proches des questions de flore, donc des forêts. Si je l'ai dit, c'est pour dire qu'il y a une volonté au niveau politique pour le gouvernement de mieux gérer la les ressources naturelles. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, il avait été assigné des objectifs de conservation aux États. Il faut dire qu'au niveau du Cameroun, les États sont supposés classer à peu près 22%, monsieur le directeur, c'est ça, 22% de la surface du territoire national à la conservation. Le Cameroun fait figure des États qui ont suffisamment classé, je crois que nous sommes autour de 17%, un peu plus que ça, où le Cameroun a déjà affecté suffisamment de la surface de son territoire pour assurer la gestion durable des ressources naturelles.
Bon, maintenant, est-ce que pour autant on doit se bomber le torse? Nous pensons que le gouvernement peut encore faire mieux, et monsieur le directeur l'a si bien rappelé, que les effectifs des Rangers sont un des problèmes sérieux. On ne peut pas passer dessus. Les normes UICN qu'il a tantôt évoquées veulent qu'un éco-garde soit affecté à une surveillance de 5 000 hectares en zone de forêt. Donc nous sommes bien en deçà de cet objectif pour une gestion vraiment optimale de la ressource humaine. Et justement, à ce propos, un nouveau projet de loi régissant les forêts et les faunes sauvages est en cours de modification. Serait-il utile de faire adopter cette loi et de prévoir des sanctions plus sévères, selon vous, pour les crimes contre la faune? Madame Janvier, je serais très heureux de m'étendre dessus, juste pour dire que nous revenons sur ce qui a déjà été dit, pour dire qu'arrêtez, l'État doit encore travailler à atteindre les normes UICN en matière de gestion des aires protégées, donc un éco-garde pour 5 000 hectares en zone de forêt, et donc un éco-garde pour 10 000 hectares en zone de savane. Souvent, quand on transfère quelqu'un du secteur forêt pour la faune, il vit ça comme une sanction. C'est parce qu'il ne se croit pas, il n'a pas l'âme d'un conservateur, il n'a pas la passion pour la faune. La faune, c'est une passion. Alors, donc, le statut spécial est nécessaire pour que parmi les choses que le gouvernement doit faire pour améliorer les conditions, et même il y a le traitement salarial, on ne va pas le dire, on ne va pas se le cacher. Le salaire des éco-gardes est bien en deçà de ce qui peut être attendu pour ce corps de métier. Nous souhaitons que le gouvernement révalorise le traitement salarial des éco-gardes. C'est autant de plaidoyer que nous, en tant que partenaires, nous faisons et que nous appuyons le gouvernement à faire. Alors, pour revenir dans la question de la loi, bon, nous avons Trafic et même d'autres partenaires, BVF, UICN et bien d'autres. Nous avons travaillé avec le gouvernement pour réviser la loi. Monsieur le directeur, nous avons fait nos dernières propositions. Et je remercie, il faut remercier le ministre des Forêts qui a eu une oreille très attentive aux propositions que nous, les partenaires, Trafic y compris, nous avons MOU, monsieur le directeur en a tantôt fait mention, qui fait qu'il prend très au sérieux nos propositions. Et c'est entré, la coupe était là presque partie. Il n'est pas juste pour vous dire que c'est en train d'avancer, était presque parti et on a dû rattraper avec les propositions qui sont arrivées relatives au suivi du commerce en ligne pour dire qu'il y a un grand chantier qui a commencé. Le processus est peut-être long parce que nous partons de 2006 jusqu'à aujourd'hui, mais nous pensons que le gouvernement doit prêter une attention plus particulière à ce projet de loi. Les priorités peut-être sont ailleurs sur les questions sécuritaires, mais les questions de conservation restent quand même d'actualité. Nous pensons que le gouvernement doit faire aboutir ce projet de loi et qu'il soit adopté définitivement. Merci. Monsieur le directeur, nous avons écouté ensemble le plaidoyer. Selon vous, donc, en ce qui concerne précisément les sanctions les plus sévères pour les crimes contre la faune sauvage, qu'est-ce que vous en pensez concernant la loi? Oui. Je dois dire que merci, madame, pour cette question. S'agissant des sanctions, je dois dire que la loi actuelle, la réglementation actuelle a prévu des sanctions. Mais au regard vraiment des crimes commis, au regard par exemple, si vous voyez en 2012, la loi qui est en vigueur, on a tué plus de 200 éléphants au parc national de Boubanjida. S'il faut condamner quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut comme sentence? Alors, on s'est rendu compte que c'est vraiment l'enjeu et les défis par rapport à les sanctions ne sont pas à la hauteur vraiment et proportionnelles aux crimes commis. Et dans le cadre donc de la révision de la loi et son décret d'application, et avec toutes les propositions, les consultations que nous avons faites avec les partenaires, y compris Trafic, qu'il a bien relevé, nous avons fait des propositions de renforcer ces sanctions-là. Mais à notre avis aussi, le tour n'est pas seulement de renforcer la sanction, parce que si vous renforcez la sanction et que la personne persiste à braconner, à tuer les éléphants par exemple, à tuer les lions, c'est ça. Donc, oui, on renforce la sanction, mais nous intéressons également tout le monde, toutes les parties prenantes, parce que c'est un travail de longue haleine. Nous pensons qu'il faut aussi la sensibilisation. Donc, ces mesures de répression sont là, certes, c'est dissuasif, mais nous devons beaucoup aussi plus penser à impliquer tout le monde. Parce que vous savez,
il n'y a pas très récemment, il y a des années antérieures, il y a 10 ans environ, lorsque vous entendez qu'on a condamné quelqu'un parce qu'il a tué un gorille, il dit que mais comment? On a tué un animal, comment vous... Mais c'est la viande que nous mangeons au village tous les jours. Donc, il y a ce travail de sensibilisation pour que les gens comprennent que non, il y a des espèces protégées par la réglementation. Mais je dois préciser, la réglementation n'interdit pas aux gens de consommer la viande issue de la faune sauvage. Mais elle l'a réglementé. Il y a une catégorie de viande qu'on peut consommer, d'autres qui sont suffisamment protégées parce que on a fait des études, des analyses, on s'est rendu compte qu'ils sont en train de diminuer, ils sont en train de disparaître. Alors, donc, voilà. Et non, je n'ai pas fini. Alors, donc, par rapport donc, à la loi, je ne sais pas si on l'a dit déjà, nous avons fini vraiment aussi le travail technique, administratif, et maintenant, nous avons transmis. Vous savez qu'il y a une procédure, ça doit aller à l'Assemblée et tout, et il y a des étapes même avant d'arriver à l'Assemblée. Donc, c'est en cours dans ces différentes étapes-là. Et lorsque cette loi, la problématique est bien cernée par le gouvernement. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça, de réviser cette loi et ces textes d'application. C'est bien cerné et accepté. Et maintenant, ça doit suivre toutes ces procédures. Et nous pensons que dès qu'elle sera approuvée, et même les conditions de travail de l'éco-garde et tout, il y a un certain nombre d'aspects. Et je dois préciser également quelque chose que j'ai oublié. Au niveau des aires protégées, le profil de carrière aussi des éco-gardes, M. Luc Evuna tantôt disait que parfois certains ont tendance à dire, bon, lorsqu'on l'affecte dans une aire protégée, ils traînent un peu les pieds. Mais l'obligation du service public les oblige à être là. Ça, c'est clair, ils n'ont pas de choix. Mais le service public aussi, le ministère des Forêts a réfléchi comment est-ce qu'améliorer les conditions et la carrière de l'éco-garde. Donc, il n'y a pas que la loi, il y a aussi l'organigramme du MINFOF. Donc, on a révisé, on a fait des propositions de révision pour améliorer le cursus. Parce qu'au niveau de l'aire protégée, vous avez le conservateur, actuellement, vous avez le conservateur, et puis tout le reste, il n'y a pas un chef de service, il n'y a pas un chef de bureau, des choses comme ça. Donc, du coup, si quelqu'un met 10 ans, 15 ans à tourner dans l'aire protégée, il n'a jamais été chef de bureau, il n'a jamais été chef de service, ça frustre un peu. Donc, maintenant, nous avons fait une proposition de révision du cadre organique et on a fait des propositions également dans le sens d'améliorer le profil de carrière du personnel qui travaille dans les aires protégées. Monsieur le directeur, en effet, mais il faut peut-être apporter quelques éclaircies à notre niveau concernant les propositions justement pour l'amélioration de la loi et les sanctions qu'il faut pour ces personnes impliquées dans ces différents crimes-là. Est-ce que toutes les entités sont représentées à toutes les échelles, parlant de l'État, parlant des éco-gardes également, qui peuvent avoir leur mot à dire? Est-ce qu'ils sont réellement représentés dans le processus d'amélioration de cette loi-là? C'est juste une question. Je dois vraiment vous confirmer même à l'excès, pour dire c'est un processus on a consulté tout le monde. Vous voyez, toutes les parties prenantes ont été consultées. On a fait des réunions, des ateliers, les populations locales et autochtones, les sectoriels, ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la justice, l'environnement. Bref, on a la société, les ONG nationales, internationales, on a consulté tout le monde. La douane, nous avons organisé des ateliers, on a tenu des réunions et même aux instances supérieures au niveau des services du Premier ministre, nous avons tenu des réunions même au niveau de la présidence de la République. Donc vraiment, c'est pour vous confirmer que vraiment les gens ont été, tous les acteurs, tous les secteurs, c'est l'un des textes vraiment le plus consultatif qui a subi vraiment, la consultation a été vraiment très très effective et très très élargie aux autres secteurs. Parfois, certaines personnes nous reprochent même d'être très ouverts et d'être très élargis par rapport à nos activités, mais nous pensons que c'est ensemble qu'on peut avancer au lieu d'avancer de façon solitaire. C'est véritablement participatif, monsieur, et vous le confirmez en hochant la tête, je vous ai vu tout à l'heure. Alors, merci, monsieur le directeur. Alors, j'aimerais également savoir, pour conclure, quel est le mot de fin que vous aimeriez dire aux rangers qui pratiquent déjà cette activité-là et ceux qui aimeraient bien le faire à l'avenir au regard de la dangerosité de ce métier-là? Merci. En guise de conclusion, je voudrais dire que le métier du ranger, ce n'est pas
ce n'est pas la dangerosité. On ne faut pas regarder sur cet angle. C'est un métier noble. C'est un métier qui te permet vraiment d'être en contact avec la nature. Souvenez-vous, nous tous, nous avons chacun à quelque chose, à un lien avec la nature. Donc, déjà, quelqu'un qui travaille pour protéger la nature, pour protéger la faune et la flore, et même les ressources en eau qui sont dans les aires protégées, vraiment, c'est une activité, c'est un métier noble, c'est un don de Dieu. Je pense que pour les éco-gardes, ils doivent... D'ailleurs, vous passez le temps plus en forêt, vous êtes beaucoup plus en santé que quelqu'un qui est en ville dans les bruits et dans toutes les formes de pollution. Je pense que c'est un métier noble, mais le gouvernement doit faire tous les efforts pour améliorer les conditions de travail des éco-gardes et leur situation. Je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude à mon ministre, son Excellence Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, qui m'a permis de venir sur ce plateau et expliquer à l'opinion publique, à tout le monde, le travail qui est fait au ministère des Forêts et de la Faune avec le concours de tout le monde, y compris les partenaires techniques et financiers, donc Trafic qui est également le panéliste de cet entretien. Je vous remercie et nous sommes disposés à apporter des éclaircissements et être des vôtres chaque fois que vous allez nous solliciter. Monsieur Evouna, dites-nous, quel est le mot que vous aimeriez dire à ces rangers que vous rencontrez au quotidien sur le terrain et également à ceux qui aimeraient bien l'être? Merci madame pour cette opportunité. Déjà, c'est des mots d'encouragement et de reconnaissance. C'est un hommage aux Rangers parce que, comme M. le directeur l'a tantôt mentionné, moi un peu avant, que c'est presque une mission divine. J'ai, dans la vidéo que vous nous avez tantôt présentée, il y a la dame qui parlait de ce que Dieu a donné pour mission à l'homme, de la cultiver et de la garder au jardin d'Éden. Donc, les Rangers sont vraiment dans le rôle que le Créateur a bien voulu donner à l'homme en surveillant, en protégeant nos ressources naturelles, qui, il faut le dire, garantissent la pérennité de la vie sur Terre. Du coup, mes encouragements aux Rangers et leur assurer de ce que Trafic, qui est une organisation de conservation, sera toujours à leur côté. C'est pour ça que nous sommes là. Vous voyez, nous parlons avec toute l'énergie qu'il faut pour titiller le ministère, pour savoir que nous sommes à leur côté, pour que les conditions de vie soient améliorées, pour que les conditions de travail soient améliorées. Il y a déjà été fait des choses, mais nous pensons encore faire d'autres, les encourager. C'est un peu ça. Merci. Merci, M. Evouna, et merci infiniment, M. le directeur, pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que Wild Cameroon, votre émission consacrée à la faune sauvage, clôturera ce débat. L'émission qui était présentée portait sur le rôle essentiel des rangers dans la protection de notre avenir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'intérêt que vous portez à cette émission dédiée à la nature. Le débat continue, notamment sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez poursuivre cette intéressante discussion. Donnez-nous votre avis sur les solutions ou mesures qui pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des rangers ou éco-gardes dans notre pays. Merci à nos invités, M. Joseph Lekialem et M. Evouna, de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui et de partager avec nous leur expérience et leurs différentes propositions. En attendant, n'hésitez pas à protéger les forêts et les animaux qui y vivent.